Bonjour à toutes et tous, ici Marc du site debigwin.com, le site francophone de référence pour réussir vos études ou votre carrière en finance. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le principe de la dilution de capital, mécanisme majeur en corporate finance et notamment concernant les startups. Alors, commençons dans le vif du sujet avec la définition de la dilution de capital. Donc, qu'est-ce que ce mécanisme? La dilution de capital est un mécanisme quasi mathématique qui fait que le pourcentage de détention du capital d'une entreprise par ses actionnaires historiques diminue suite à une augmentation de capital. Alors attention, il ne faut pas confondre la dilution de capital avec une cession de capital ou une cession de parts. Dans une cession de capital, les actionnaires historiques décident de vendre une partie des parts de l'entreprise qu'ils détiennent. Dans une dilution de capital, les actionnaires historiques ne vendent rien, ils vendent aucune part, mais puisque de nouveaux actionnaires arrivent en plus des anciens, eh ben, les anciens actionnaires vont voir en pourcentage leur détention de l'entreprise diminuer, même s'ils ont toujours autant de parts. Alors, dans quel contexte se produit une dilution de capital? Eh bien, elle se produit évidemment lorsqu'il y a une augmentation de capital dans une entreprise, augmentation de capital à laquelle les actionnaires historiques ne participent pas ou ne participent pas en proportion au moins équivalente à leur ancien pourcentage de détention. Généralement, vous l'aurez compris, elle touche majoritairement les fondateurs d'une entreprise et les primo-investisseurs, donc en fait les premiers investisseurs d'une entreprise, puisque ce sont eux les actionnaires historiques, et ensuite, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, celle-ci va peut-être lever des fonds pour financer sa croissance. Si les fondateurs initiaux et les tout premiers investisseurs gardent leur nombre de parts initiales, sans remettre au pot ou sans créer des mécanismes pour se protéger de la dissolution de capital, avec toujours le même nombre de parts, mais un plus grand nombre de parts dans le capital total de l'entreprise, mécaniquement, leur pourcentage de détention va diminuer. Quel est le principal risque d'une dilution de capital? C'est en fait la perte de contrôle de l'entreprise par les gens qui l'ont créée. Évidemment, au moment de la création d'une société, bien sûr, les fondateurs généralement qui possèdent 100% du capital, si ils font des levées de fonds successives au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, et qu'ils ne remettent pas au pot, qu'ils gardent juste leur nombre de parts initiales, en pourcentage du capital total, si le capital grossit, la détention des fondateurs va diminuer jusqu'à avoir le risque de tomber sous les 50% de détention du capital, et donc le risque de perdre le contrôle effectif de l'entreprise, puisque s'ils sont inférieurs à 50% de détention, si tous les autres actionnaires décident de voter contre eux sur une décision en conseil d'administration, ils perdront. Alors, comment se calcule la dilution de capital dans le cas d'une levée de fonds? Donc, voici la formule, on va la détailler élément par élément. Alors, le premier élément, pourcentage de détention après. Dans la formule, c'est quoi? C'est le pourcentage de détention du capital des actionnaires historiques après l'augmentation de capital qui risque de les diluer. C'est le résultat de notre formule. Comment est-ce qu'on calcule ce nouveau pourcentage de détention? On prend le pourcentage de détention avant l'augmentation de capital. Donc avant l'augmentation de capital, quel pourcentage du capital les actionnaires historiques possédaient? On multiplie cela par la valorisation qui a été sur laquelle se sont accordés les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires de l'entreprise. Donc dans le jargon, en private equity en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la valorisation pré-monnaie. L'élément suivant, c'est l'apport des actionnaires historiques. En effet, ils avaient leurs actions historiques dans l'entreprise, il y a une augmentation de capital, ils sont tout à fait légitimes et c'est tout à fait possible pour eux de participer à cette augmentation de capital, en partie ou en totalité, et donc d'en profiter pour remettre un peu au capital de l'entreprise, histoire de ne pas être trop dilué. Et donc on divise tout ça par la valorisation toujours de l'entreprise, la même qu'au-dessus, donc la valorisation pré-monnaie, plus l'augmentation de capital totale, donc l'apport des actionnaires historiques dans cette augmentation de capital et des nouveaux actionnaires.
Vous inquiétez pas, juste après on voit un exemple concret ensemble. Avant de voir l'exemple concret de dilution de capital, n'oubliez pas que sur notre site thebigwin.com, vous pouvez télécharger tout notre contenu avancé pour réussir vos études ou votre carrière en finance, et notamment des guides d'entretien pour vous préparer aux questions techniques et aux questions FITS des entretiens en finance, mais aussi des guides pour apprendre à modéliser sur Excel et avec VBA dans le monde de la finance, les bonnes pratiques à connaître pour ne pas passer vos nuits sur Excel, et enfin des fiches de révision pour maîtriser tous les différents aspects de la finance, les mathématiques financières, corporate finance, gestion d'actifs, risques financiers, etc. Tout ça c'est sur thebigwin.com et en commentaire sous la vidéo, vous avez le lien direct. On revient à nos moutons sur la dilution de capital et comme promis, voici un exemple concret. Donc imaginons la société complètement fictive The Big Win Corporation, une jeune société dont le capital est détenu pour l'instant à 80% par son fondateur et à 20% par son frère. Le capital social de l'entreprise est divisé en 1000 actions, donc très logiquement, 800 pour le fondateur, 80%, 200 pour son frère, 20%. Jusque-là, rien de mystérieux. Cette entreprise marche bien, le fondateur et son frère décident de faire une augmentation de capital, une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement, Growth Invest dans notre exemple, pour financer la croissance de l'entreprise, partir dans d'autres pays, etc. Alors, le fonds Growth Invest, le fondateur et son frère s'accordent sur une valorisation pré-monnaie, donc avant augmentation de capital, de 10 millions d'euros. Tout le monde considère que c'est la valeur de l'entreprise avant l'augmentation de capital. Growth Invest décide d'investir dans cette société 2 millions d'euros en cash. Le fondateur va en profiter pour, lui, rajouter 500 000 euros, 0,5 millions d'euros donc, et participer lui aussi à l'augmentation de capital, qui aura donc un total de 2,5 millions d'euros, 2 millions d'euros pour le fonds d'investissement Growth Invest, 0,5 pour le fondateur. Le frère du fondateur, lui, on considère qu'il n'a pas de sous, il ne remet pas au pot, il participe pas à l'augmentation de capital. Calculons maintenant les dilutions respectives de chaque acteur. Alors, le fondateur, pourcentage de détention dans la société du fondateur après l'augmentation de capital. On applique la formule qu'on a vue précédemment, donc son pourcentage de détention avant l'augmentation de capital, 80 millions d'euros, multiplié par la valorisation pré-monnaie, 10 millions d'euros, plus les sommes potentielles qu'il ajoute lors de cette augmentation de capital. Comme on a dit, il a décidé d'ajouter 0,5 millions d'euros. Et on divise le tout par la valorisation pré-monnaie, 10 millions d'euros, plus l'augmentation de capital totale, 2,5 millions d'euros. Ça nous donne un pourcentage de détention après augmentation de capital de 68%. Le fondateur passe donc de 80 à 68% de détention, ce qui fait une dilution de 12%. 80 moins 68. Passons à son frère. On applique la même formule, 20% de détention du capital avant l'augmentation de capital, multiplié par la valorisation pré-monnaie, plus l'apport du frère dans l'augmentation de capital. On a dit qu'il apportait 0 million d'euros dans cette augmentation de capital, et on divise le tout par l'augmentation de capital totale, 10 millions d'euros plus 2,5. Ça nous donne un pourcentage de détention après augmentation de capital de 16%. Il y est donc dilué de 4%, puisqu'il passe de 20 avant l'augmentation de capital à 16. Et enfin, on peut calculer le pourcentage de détention de Growth Invest, le fonds d'investissement qui arrive après l'augmentation de capital. Donc eux, avant l'augmentation, ils avaient 0, multiplié par 10 millions, bon, ça fait 0. Ils apportent 2 millions d'euros dans l'augmentation de capital, toujours divisé par 10 plus 2,5, la valorisation pré-monnaie et l'augmentation de capital totale, ce qui leur donne, comme le frère, c'est une coïncidence, un pourcentage de détention du capital après l'augmentation de capital de 16%. Bon, eux, ils ne sont pas dilués parce qu'ils étaient à 0 avant, ils n'étaient pas présents. Voici donc un exemple concret, vous voyez, c'est pas vraiment sorcier, mais c'est capital dans le cas d'une entreprise, puisque là on voit que le fondateur passe de 80 à 68% de détention, et petit à petit, comme ça au fur et à mesure de l'augmentation de capital, et ben effectivement il peut tomber sous les 50% de détention et donc perdre le contrôle de sa propre entreprise. Maintenant, pour finir sur cette dernière slide, voyons les outils qui existent pour limiter la dilution de capital en cas d'augmentation de capital pour une entreprise et pour ses fondateurs. La première, c'est s'accorder sur une valorisation pré-monnaie élevée. La formule qu'on a vue précédemment, plus
plus la valorisation pré-monnaie va être élevée, moins les actionnaires historiques et les fondateurs vont être dilués après l'augmentation de capital. Alors ça, c'est possible si c'est une entreprise qui marche bien. Hein. Une entreprise avec une valorisation élevée, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Si l'entreprise fonctionne mal, ça va être difficile de justifier d'une valorisation élevée. La deuxième solution, c'est de chercher des nouveaux investisseurs qui ne prendraient que des actions préférentielles et pas des actions classiques. Une action préférentielle, c'est quoi? C'est une action qui va donner droit à un dividende peut-être un peu plus élevé que les actions classiques, mais qui ne donne pas de droit de vote. Donc là, les nouveaux actionnaires qui arriveraient après l'augmentation de capital, et ben dans le futur, ils auraient un peu plus de dividendes, donc un meilleur rendement financier. Par contre, ils n'auraient pas de droit de vote, et donc, et ben en termes de contrôle de l'entreprise, les fondateurs ne se retrouvent pas dilués. La troisième solution, c'est de mettre en place des systèmes d'options d'achat d'actions à prix préférentiel pour les actionnaires historiques si certains objectifs sont atteints. En France, on peut penser au BSPCE, bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise, et BSA, bon de souscription d'actions. En gros, c'est quoi? Au moment de l'augmentation de capital, les fondateurs vont dire aux nouveaux actionnaires qui arrivent, écoutez, nous là, on va être dilués. En revanche, ce qu'on vous propose, c'est que on se mette d'accord sur des objectifs que l'entreprise doit atteindre sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et si ces objectifs sont atteints, bah vous serez content parce que l'entreprise dans laquelle vous aurez investi sera en croissance. Et dans ce cas, vous nous accordez le droit de racheter des actions de l'entreprise à un prix inférieur à leur valeur classique, à la dernière valorisation à date de l'entreprise, pour nous, entre guillemets, féliciter d'avoir atteint les objectifs de l'entreprise, et nous, ça nous permet de garder le contrôle sur celle-ci. Enfin, la dernière solution, c'est d'avoir une entreprise avec des statuts et une forme juridique très particulière. En France, il y a par exemple les sociétés en commandite, donc comme il y a des SAS, sociétés par action simplifiée, SARL, sociétés par action à responsabilité limitée, SA, sociétés anonymes pour les sociétés cotées en bourse, etc. Il existe une forme juridique beaucoup plus rare qui s'appelle les sociétés en commandite. Une société en commandite fait que parmi les actionnaires, il y a des commanditaires qui accordent à un commandité le droit de contrôler l'entreprise, même s'il n'a pas la majorité du capital. Le cas le plus connu qu'il y a eu en France, c'était le groupe Lagardère avant qu'il soit racheté par le groupe de Vincent Bolloré, puisque Vincent Lagardère, l'héritier du groupe, n'avait plus la majorité du capital, mais comme Lagardère était une société en commandite, il pouvait garder le contrôle sur son entreprise. Voilà, on a fini sur ce mécanisme de dilution de capital, donc je vous dis à bientôt sur thebigwin.com pour télécharger notre contenu avancé et pour une nouvelle vidéo.